émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Encore une fois, vous êtes très nombreux, vous nous avez écrit, vous avez attendu cette émission. Vous aviez raison, nous sommes en train de frapper au cœur même des problématiques qui concernent notre société. Ce soir, nous avons une problématique importante. Tout le monde sait comment faire la politique. Ça signifie se présenter devant le peuple et avoir un mandat, entrer dans les institutions et commencer à gérer la chose publique. Ça fait de vous donc un homme politique. Mais depuis quelques années, faire de la politique dans notre pays, ou en tout cas aussi dans le monde, est devenu une opération dangereuse parce que, en plus non seulement de l'opinion publique, il y a aujourd'hui les réseaux sociaux qui ont envahi notre mode de vie, qui sont devenus presque permanents dans notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, on ne se passe pas passer d'un téléphone. Aujourd'hui, chacun de nous a un compte, soit email, soit Gmail, soit un compte dans les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, etc. et tout ça. Et au finish, plusieurs conflits, plusieurs malentendus naissent dans les interactions entre les politiques et l'opinion publique. Nous avons voulu aujourd'hui nous poser la question, comment faire de la politique dans notre pays à l'ère des réseaux sociaux? Voilà cette question de départ. Chemin Critique, c'est en fait cet espace qui est ouvert depuis quelques semaines pour que nous puissions savoir, à partir du moment où nous avons posé une problématique, quel est le chemin qui nous amène vers la solution? Quelles sont les étapes préalables? Où est-ce que nous en sommes? Où voulons-nous aller? Et comment y arriver? Quand nous allons définir le chemin pour y arriver, nous aurons défini Chemin Critique. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir trois invités, trois grandes personnalités de notre pays, des personnalités dans les domaines qui est les leurs, qui est des domaines de précision. À ma droite et à votre gauche, à vous, je voudrais saluer la présence de M. Albert Kabea. Bonsoir Albert Kabea. Bonsoir. Vous êtes consultant en informatique, en informatique et vous êtes fondateur de ce que l'on appelle le réseau des acteurs du numérique. C'est un grand groupe de tous ceux qui travaillent dans le secteur du numérique et merci donc d'avoir accepté de venir aujourd'hui. À votre droite, c'est lui qui est un peu familier de ce plateau, Maître Jérémy Kalala. Bonsoir. Bonsoir M. Willy, bonsoir aux téléspectateurs de Chemin Critique. Voilà, vous êtes un homme politique. Vous êtes dans le parti qu'on appelle le CDR et vous êtes aussi en même temps conseiller dans un ministère. Mais aujourd'hui, c'est à cette qualité d'homme politique parce que vous êtes vraiment ceux qui aujourd'hui sont plongés dans ce monde et qui doivent faire avec les réseaux sociaux. Merci donc d'être là pour témoigner. Merci. Et c'est lui qui est à ma gauche, à moi, à votre droite, M. Hervé Ekombolo. Bonsoir. Bonsoir, M. Willy. Vous êtes aussi un peu habitué de notre plateau. Vous êtes dans un mouvement de conscience qu'on appelle Aliment. Vous vous battez pour l'intégrité, vous vous battez pour un changement de mentalité. Vous estimez qu'il est possible, à partir de la base, de créer les conditions d'une renaissance et que d'impacter positivement la classe politique pour qu'elle soit une classe politique d'intégrité, d'honnêteté, d'efficacité. Voilà. Donc, avec les trois invités, nous allons essayer de revoir un peu cette problématique des réseaux sociaux. C'est vrai que
ne nous faisons pas des complexes, nous ne sommes pas les seuls. Le monde entier vit le phénomène du numérique comme un phénomène nouveau, un phénomène envahissant, un phénomène fascinant, un phénomène puissant. Nous avons fait des très grands progrès, mais nous sommes maintenant à l'heure de récolter, de payer la facture de ce progrès. Avant donc d'entrer dans les vues du sujet, nous avons emprunté quelques images à nos confrères de l'autre côté. Nous allons suivre un petit document, on va voir si on peut suivre l'intégrité ou sinon une partie, ce qui va nous plonger un peu dans la question des réseaux sociaux. C'est vrai que quand nous aurons le temps de faire un document Made in Congo, nous le projetterons. Pour le moment, nous avons emprunté parce que la connaissance elle est universelle. Suivons ce premier document sur la géopolitique des réseaux sociaux. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène en Californie, à San Francisco, devant le siège de Twitter en janvier 2021, qui venait de prendre une décision historique, suspendre le compte de Donald Trump. Il s'agissait, selon Twitter, de l'empêcher de mettre davantage en péril la démocratie américaine, tandis que ses partisans avaient envahi violemment le Capitole à Washington. Cet événement a été comme un coup de tonnerre, une prise de conscience brutale du pouvoir détenu par les géants du numérique, capable de couper le sifflet aux grands de ce monde. Avec des milliards d'utilisateurs, les réseaux sociaux sont de fait aujourd'hui un sujet géopolitique majeur, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Car ces réseaux sur lesquels nous passons des heures, qui les contrôle? Qui les régule? Comment protéger toutes ces données personnelles que nous y laissons? Vous allez voir que selon qu'on vit dans un état de droit ou dans un régime autoritaire, la question ne se pose évidemment pas de la même manière. Sortons nos cartes. En 2021, 53,6% de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux, soit la quasi-totalité des internautes. On dénombre plus de 4,2 milliards de comptes actifs, soit un demi-milliard de plus qu'en 2020. Un internaute a en moyenne un compte sur un peu plus de 8 plateformes et il y consacre près de 2h30 par jour. Alors si l'histoire d'Internet remonte aux années 1960, l'histoire des réseaux sociaux, elle, est relativement récente. Elle commence en 1997 avec l'apparition aux États-Unis du premier réseau social à proprement parler, 6degrees.com. D'autres plateformes de ce type vont ensuite se développer. En 2002, c'est le cas de Friendster, suivi en 2003 par MySpace, avant que n'apparaissent les géants que l'on connaît aujourd'hui, Facebook en 2004, YouTube et LinkedIn en 2005 ou encore Twitter en 2006. Ces réseaux sociaux qui ont fait la fortune de la Silicon Valley en Californie ont très rapidement su recruter des abonnés bien au-delà des États-Unis. Les plateformes américaines sont d'ailleurs celles qui cumulent aujourd'hui le plus d'utilisateurs à travers le monde. 2,7 milliards pour Facebook, 2,3 milliards pour YouTube, 2 milliards pour WhatsApp, 1,3 milliard pour Facebook Messenger, 1,2 milliard pour Instagram, 740 millions pour LinkedIn ou encore 353 millions pour Twitter, très influent en raison de son succès auprès des milieux politiques et médiatiques. Pourtant, il existe d'immenses territoires où les géants américains ne sont pas ou peu présents, et ce, on va le voir pour deux types de raisons. Technique d'une part, lorsque la connexion à Internet, la qualité du débit ou l'accès à du matériel adéquat n'est soit pas possible, soit trop coûteux. C'est le cas d'une partie du continent africain, où la part de la population présente sur les réseaux sociaux oscille entre 8 et 16%, à l'exception de l'Afrique du Nord, 45%, et de l'Afrique du Sud, 41%. Il y a d'autre part des raisons politiques à cette géographie des réseaux. À cet égard, le cas de l'Iran est intéressant. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Nous allons continuer tout à l'heure la deuxième partie de ces documents. Tout à l'heure, hein, parce que ça, c'était juste pour nous montrer que nous ne rêvons pas, nous sommes bel et bien dans une situation mondiale, une situation générale, et que ceci nous rappelle à chacun de nous quelque chose de régulier. Depuis 2006, tous ces comptes-là sont déjà à notre portée. Alors, nous allons rapidement d'abord vous demander à vous, Monsieur Albert Kabea, quand je vous
vous ai invité pour parler politique et réseaux sociaux. Quel mariage ou quel divorce ou comment faire. Vous êtes un acteur du numérique. Vous voyez les choses de l'intérieur. Vous voyez les choses dans le pouvoir constructif de ces réseaux. Dans notre pays, quel est le niveau d'influence de ce réseau? En tout cas, le niveau d'influence est en train de grandir. Quand on voit tous les événements qu'on a aujourd'hui qui tournent autour du réseau et tous les sujets d'actualité qui sont chauds, qu'on voit dans les médias, et on voit que les réseaux sociaux ont carrément attaqué le menu de l'information des chaînes classiques et standards. Donc, ce qui veut dire que derrière, il y a un impact très très fort et qui va crescendo. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'équipement ou alors un taux de population au Congo de près de 10% de la population qui sont sur ces réseaux-là. Demain, quand on va atteindre 50%, ou même 30%, ça sera pas la même histoire. Ça sera beaucoup plus puissant. Question précise. Nous sommes dans une année électorale. Vous dites qu'il y a 10% seulement des Congolais qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui sont connectés à Internet. Nous avons l'impression que l'enjeu électoral semble devenir l'enjeu des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que c'est pas une erreur des politiques de croire que c'est dans les réseaux sociaux que va se jouer les jeux politiques? Disons que c'est pas forcément dans les réseaux sociaux que va se jouer le jeu politique, mais le jeu politique va être influencé largement par les réseaux sociaux pour un élément essentiel, c'est que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont ceux qui ont les moyens. Donc, vous imaginez bien, quand on a une famille qui en moyenne tourne autour de 10-15 personnes, celui qui est sur les réseaux sociaux, c'est celui qui c'est le chef de famille ou c'est les personnes qui sont nantis dans les familles, qui peuvent s'acheter. Et ce sont des influenceurs, ce sont des prescripteurs. Quand je suis chef de famille, si je lui dis que je vote à gauche, je vote à droite, au sein de la maison, j'influence. Et non seulement je suis chef de famille, mais je peux être aussi chef de la grande famille. Donc je peux influencer aussi la grande famille, je peux influencer le quartier, je peux influencer en fait l'environnement qu'il y a autour de moi. Et quand on imagine qu'une personne normale touche à proximité de son habitation ou de son rayon d'action à peu près 200 personnes, vous pouvez vous imaginer, ces personnes-là, c'est 10%, vous pouvez multiplier effectivement la résonance de ces 10%, vous les multipliez par 2, par 3, par 4. Donc c'est là où effectivement les réseaux sociaux, surtout dans les centres urbains, jouent un rôle prépondérant. Alors ce rôle est un peu moins prépondérant dans les villages, en fait, dans les zones rurales, parce qu'effectivement, il y a le niveau intellectuel, le niveau d'éducation qui n'est pas aussi élevé, et même s'il y a un niveau d'éducation, l'intégration aux réseaux sociaux n'est pas aussi forte. Pourquoi? Parce que l'environnement rural n'est pas influencé ou peu influencé par les événements des réseaux sociaux. Donc du coup, même quand il y a une information forte, elle a moins d'impact, elle a moins de remous local, en milieu rural. Monsieur Hervé Kombolo, vous êtes dans un mouvement de conscience. Vous observez la société. Comment vous percevez l'influence des réseaux sociaux dans la construction de la conscience collective? Bon, aujourd'hui, il faut dire qu'il s'est établi un mixture entre, ou si vous voulez, un conflit entre les valeurs locales et celles importées. Il est difficile aujourd'hui d'emprisonner les réseaux sociaux. Autant nous avons connu l'essor de l'industrialisation dans le monde, autant nous avons aussi connu l'explosion de l'Internet, autant les réseaux sociaux occupent une place de choix dans nos sociétés. Okay? Donc, si pour l'industrialisation, l'homme allait changer sa conception en termes de production et qu'on pouvait produire plus que ce qui est nécessaire, et aussi l'Internet, parce que vous savez, pour diviser un même peuple, Dieu a dû recourir à ce qu'on appelle le brouillage du langage humain. Ça a divisé les gens, mais au travers de l'Internet, nous avons vu une sorte d'unification, okay, de peuple, parce que ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque, aujourd'hui on peut le faire. Le mythe de la distance est totalement brisé. Okay? Vous avez des événements que vous pouvez vivre en temps réel. Vous pouvez voir un Chinois en Amérique
en temps réel. Vous pouvez même assister à l'accouchement de votre femme à distance. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est indispensable de s'en passer. Donc, c'est un outil, en fait, soit de perception, mais aussi de dérive, par rapport à l'influence que cela peut apporter dans nos mœurs. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai suivi les élections de 2018, quand il s'agissait par exemple d'avoir un report. Okay? Nous sommes sortis de la colonisation, la dictature et aussi de la démocratie, mais c'était pour la première fois que le peuple congolais a assisté aux premières loges d'un coup d'État sur l'expression, sur la liberté d'expression. Parce qu'on a coupé les réseaux sociaux, on ne savait pas quoi faire, on en a parlé, on en parle. Le réflexe aujourd'hui, quand on se réveille le matin, avant même de faire quoi que ce soit, de brosser les dents ou de prier, les gens, le réflexe, c'est d'abord de toucher son téléphone pour voir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous étions en train de dormir. Donc vous comprenez l'influence que les réseaux sociaux aujourd'hui occupent et que quand on coupe les réseaux sociaux alors que le taux de pénétration aujourd'hui est d'à peu près 40%, vous imaginez si dans des pays industrialisés qu'on appelle aujourd'hui des pays développés où c'est quasiment 100% de taux de pénétration, vous imaginez maintenant le comportement du politique en ce moment-là vis-à-vis de ceux qui manipulent les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet intéressant qui nécessite véritablement que l'on puisse s'y pencher et voir comment comment encadrer, ok. Moi, s'il faut aujourd'hui expliquer, parce qu'il ne faudrait pas des mots savants pour qu'on se fasse comprendre, je pense qu'il y a lieu, vraiment l'illustration parfaite aujourd'hui pour nous qui sommes dans la cosmogonie bantou, c'est le caillou et le couteau. Vous voyez, ces éléments-là nous sont d'usage vraiment de nature neutre, parce que ça peut vous aider, bien entendu, à faire la chasse nourricière ou de construction, mais en même temps, tout dépend de l'état d'âme de la personne ou de l'usager. Celui qui tient, ça peut aussi devenir une arme où on peut tuer ses semblables. Donc je pense les réseaux sociaux dans ces contextes-là pour dire que ça dépend de l'état de la personne. D'où la meilleure approche pour nous aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est une approche d'étau. Ça veut dire que déjà en amont, voir qu'est-ce que nous mettons à la portée, surtout de nos enfants qui découvrent ce monde, qu'est-ce que nous mettons à leur disposition pour essayer d'anticiper certains travers, parce qu'aujourd'hui, l'information, que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui les médias qui étaient un levier, le 5e levier du pouvoir, aujourd'hui a subi une douche froide et chaude en même temps, parce que vous n'avez plus le monopole de l'information. Soit nous pouvons accéder à tout moment, soit nous-mêmes, nous pouvons aussi produire de l'information même de la maison. Donc, ce qui fait qu'un besoin d'encadrement s'avère maintenant important pour voir dans quelle mesure nous pouvons mettre à leur disposition ou à la disposition de nos enfants qui découvrent ce monde. Par exemple, la promotion du civisme, la promotion du patriotisme. Il n'y a pas très longtemps, nous avons débattu sur la mémoire collective. Mais la mémoire collective, dans la mémoire collective, il y a aussi la mémoire sélective. Nous choisissons ce que nous donnons, et des choses comme ça, d'autres États le font, où aujourd'hui, à l'époque, quand on parlait de l'Éthiopie, par exemple, c'était un pays pauvre, où on pouvait comparer les gens, tu es maigre comme un Éthiopien. Mais aujourd'hui, on n'entend plus parler, parce qu'ils ont choisi ce qu'ils pouvaient mettre à la disposition des autres pour retrouver leur dignité. Vous voyez, nous allons vous retrouver tout à l'heure, et c'est déjà bien de poser cette problématique. Et voilà, nous revenons un peu aux politiques. Donc voilà, le monde a changé, l'environnement est différent, et vous devez, en tant qu'homme politique, construire quelque chose avec ces peuples. Mais comment le faire avec la présence, en tout cas, on vient de le démontrer ici, une présence de plus en plus croissante des réseaux sociaux. Un politique se comporte pour le pays que vous avez commencé. Comment, M. Jérémy Kalala?
Merci beaucoup, M. Willy, de la question pertinente que vous me posez. Comme mes prédécesseurs venaient de le dire, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transformation numérique. Tous les États du monde sont en train vraiment de s'adapter à cette nouvelle technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde des affaires, le monde politique, le monde éducationnel, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc vous devez à un moment composer avec les réseaux sociaux. Alors pour revenir au niveau des politiciens, effectivement, on l'a dit, les taux de pénétration 40%. Pour un politicien qui veut à ce que son message puisse passer, il ne peut que s'organiser avec les différentes équipes qui doivent être sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, pas pour donc transformer les informations, pas pour produire des fake news, pas pour véhiculer des messages d'intoxication, mais pour passer les messages positifs afin d'informer sa base, sa population par rapport à ce qu'il a comme vision dans ce qu'il fait, parce que la politique, c'est aussi servir sa population. Donc, c'est un moyen de communication que tout politique devra mettre en place pour garder l'élan de communication entre lui et sa population. Question, Mais, vous allez continuer, question ouais. précise. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se présenter aux élections et qui dit que lui, il va faire la campagne de manière traditionnelle, il ne va pas utiliser les réseaux sociaux parce qu'il considère que c'est quelque chose qui n'est pas digne de lui. Et cet homme-là a déjà perdu les élections? Non, je pense qu'il se trompe d'époque parce qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer du numérique. Bien sûr, on n'a pas encore atteint les taux voulus par rapport à la pénétration Internet, mais déjà, les peu de pourcentage de la population qui a accès à Internet, nous voyons la puissance de l'Internet. Je prends l'exemple des juniors dans les Bandundu. Par la puissance des réseaux sociaux, il a été filmé et tout le monde a été égayé de sa façon de se défendre et il a été reçu par le président de la République. Ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. Ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux. Mais si la personne ne l'avait pas filmé, je pense que personne ne saurait connaître Junior. Mais aujourd'hui, je sais que sa vie a changé, ses parents sont à Kinshasa. Ça, c'est la force des réseaux sociaux. Donc, en tant que politique aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire non, moi je vais faire une campagne traditionnelle sans Facebook, sans WhatsApp, sans Twitter. Je pense que c'est difficile, mais nous venons de voir l'élément que vous nous avez balancé. En ce qui concerne Twitter, on vous dit bien sûr par rapport à la rentabilité financière, Twitter est un peu en bas de l'échelle, mais Twitter a beaucoup d'ancrage dans les milieux politiques. C'est pourquoi aujourd'hui, un politique qui se respecte ne peut pas manquer un compte Twitter parce que l'information file très rapidement sur les réseaux sociaux. Nous avons demandé à la population, notre population, qu'est-ce qu'elle pense finalement des réseaux sociaux et comment est-ce que qu'est-ce qu'elle propose si jamais ceci était un obstacle à son épanouissement ou sinon si c'était quelque chose de très bien. Nous allons prendre ces propos recueillis par notre rédaction. Les réseaux sociaux aujourd'hui dans le monde. Grâce aux réseaux sociaux, le monde est réduit à un village planétaire où les gens se communiquent continuellement à temps réel, à temps et à contre-temps. Nous en avons plusieurs et s'il faut s'articuler sur l'aspect politique, l'impact de ces réseaux sociaux dans la politique ici en RDC, je dirais que je peux le scander en deux. Donc ces impacts peuvent être négatifs. Nous avons des impacts négatifs. Également, nous avons aussi des impacts positifs. Parlant des impacts négatifs, surtout dans la politique, c'est dans les réseaux sociaux que nous apprenons un peu de tout. Il y a là des fakes, chacun
il y a des personnes mal intentionnées et vous le savez aujourd'hui à la politique, c'est que nous apprend, surtout dans la politique africaine, on se sert de tout pour nuire, pour salir, pour voilà, résoudre des conflits internes, etc. Nous le voyons chaque jour, en commençant du sommet de l'État par le chef de l'État lui-même, jusqu'au dernier moins gradé. Donc les réseaux sociaux ont contribué négativement sur cet aspect-là. Et là, ça met la masse, la population dans la confusion totale. On ne sait pas, et il y a même de fossoyeurs, de personnes qui se permettent de contredire ou encore de paraphraser les institutions entre griffes formelles pour nous transmettre les informations. Et parlant de l'aspect positif des réseaux sociaux dans la politique, comme je l'ai dit tantôt, ça contribue beaucoup plus à la communication. La vitesse avec laquelle nous recevons de communication et aussi sur l'administration du territoire, ceux qui sont à l'est du pays, la partie de notre pays qui est affectée, nous voyons que ces gens-là qui sont sur place reçoivent aussi des informations assez pertinentes qui permettent à l'administration publique de pouvoir orienter leur politique. Donc nous pouvons peser les deux côtés. Comme je l'ai dit, il y a les effets négatifs, également les effets positifs. Proposer, déjà comme je l'ai dit tantôt, nous sommes d'avis, nous ne saurons pas ignorer l'impact que représentent les réseaux sociaux dans notre société. Sauf que nous avons des difficultés. Comme piste de solution, dans notre pays, nous suggérons à ce que nous ayons comment dirais-je, des politiques adaptées dans le secteur numérique. Malheureusement, nous n'en avons pas. Nous assistons aux cybercriminalité, etc. Donc ça revient aux décideurs d'agir le plus vite que possible parce que le fléau semble atteindre le plafond. Donc il faut des politiques, il faut un code numérique tendant aussi à sanctionner tous ces faits qui sont produits quotidiennement dans les réseaux sociaux. Parce que là, on s'est dit, bon, je peux publier n'importe quoi. Parce qu'il n'y a aucune instance, aucune loi, aucune disposition légale qui interdit, qui régule en fait le secteur de numérique et de monde digital, voilà un peu en quelque sorte. Donc l'État doit penser à ça incessamment. Les réseaux sociaux, il faut commencer par le dire, hein, c'est un moyen de communication et qui repose essentiellement sur les nouvelles technologies, hein, comme on dirait les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc l'ENTIC, penser, oui, c'est des moyens qui permettent à ce que nous restions en contact, que l'on communique, que l'on fasse des échanges et c'est vite fait, contrairement aux correspondances ou à la poste comme c'était le cas avant. Et de ce côté-là, il faut dire qu'il y a des aspects positifs des réseaux sociaux qui sont essentiellement basés sur la facilité de la communication que les gens peuvent avoir entre eux. C'est le côté positif. Et pour couper court, le côté négatif, il y en a aussi. C'est que il y en a qui utilisent finalement les réseaux sociaux de manière abusive pour véhiculer de l'intox, comme on le dirait. Et en ce moment-là, ceux qui ne sont pas assez aguerris dans les domaines, dans la matière, ils ont du mal à distinguer la bonne information qui doit être véhiculée par les réseaux sociaux de l'intox ou de la mauvaise, comme on l'appellerait les fake news. Donc il y a cet aspect négatif et de plus en plus, il faut dire que c'est plus l'intox ou les fake news qui dominent de plus en plus les réseaux sociaux, surtout parce que nous parlons de chez nous et c'est l'expérience que nous pouvons avoir dans notre société, où bon, les gens sans bien vérifier une information à la source, sans vérifier la fiabilité d'une information, se plaisent à la passer d'un téléphone à un autre et puis bon, tous les réseaux sociaux en ont la couleur et la note. Et bon, finalement, on peut alarmer ou alerter les gens à l'occasion de rien. Et quand vous vérifiez au fond, c'est un truc monté par un certain individu dans un coin reculé. Et puis bon, qui crée quand même un buzz dans les réseaux sociaux et puis qui alerte les gens dans la société. Je crois dire que c'est quand même un aspect négatif qu'il faut souligner des réseaux sociaux. Bon, du point de vue politique, il faut le dire, hein, parce que... Voilà. Nous allons y revenir certainement dans d'autres occasions. Pour pouvoir écouter, mais vous avez quand même un échantillon de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à concilier l'ordre public, l'ordre éthique
tout le monde peut discuter, tout le monde peut dire ce qu'il veut, et tout le monde n'est pas à même de savoir contrôler son langage. Alors, je vais essayer de vous poser une question commune, à tous les trois. Évidemment, est-ce que notre société peut se développer de la manière dont les réseaux sociaux sont en train d'être traités? Donc, est-ce que c'est une... Parce qu'on peut s'habituer à une dérive. Est-ce que nous avons le contrôle? Peut-on avoir le contrôle sur les réseaux sociaux? Quel type de politique il faut mener pour avoir le contrôle? Parce que si la gouvernance, si, comme l'a dit les jeunes étudiants, s'il n'y a aucun contrôle, aucun code, aucun moyen de contrôler cette activité, c'est qu'elle est malheureusement en train d'amener le pays dans des zones dangereuses. Comment contrôler ce secteur? Je crois qu'on va commencer par Albert. Oui, tout à fait. C'est un gros souci. Et ceux qui ont commencé avec les réseaux sociaux il y a 15-20 ans ont eu le même souci. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus contrôlés. Donc on peut le faire. Ce n'est pas impossible. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'informations et trop d'informations tue la bonne information. Alors, il faut dire quelque chose, c'est que nous étions avant dans un triangle d'informations. On avait le haut, donc les politiques, on avait la presse standard et on avait le public, donc le bas, donc l'opinion publique. Maintenant, il y a un invité qui arrive et qui est là à côté, donc Internet, réseaux sociaux, qui joue en fait un triangle à plusieurs facettes dans l'affaire et qui brouille les cartes. Donc, aujourd'hui, il y a effectivement une orientation qu'on peut avoir pour pouvoir freiner la mauvaise information. Il y a d'abord les aspects juridiques, pour pouvoir punir en fait ceux qui amènent la mauvaise information. Mais avant qu'on sache que c'est une mauvaise information, il faut aussi derrière qu'on ait effectivement des solutions de fact-check où on vérifie l'information le plus rapidement possible pour savoir si c'est... Vous êtes en train de parler, vous êtes acteur en tout cas. Oui, voilà, on est acteur, donc on vérifie. Vous n'êtes pas dans les intentions. Voilà, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a des sites aujourd'hui qui permettent de prendre l'information, de mettre ça dans les sites et de vérifier dans ces sites-là si l'information qui est donnée est une information ou l'image qui a été donnée est une information réelle ou pas. Ça, c'est une très bonne information. Donc, quel est le site? Par exemple, à l'occasion d'une telle émission, nous allons montrer une image et comme si je veux vérifier, je fais comment? Vous prenez l'image, vous allez, par exemple, France 24 a un site qui vous permet effectivement de faire du fact-check. Donc, vous prenez l'image, vous la téléchargez sur ce site-là, et eux, ils ont une banque d'images internationale, et ils checkent si cette image-là a été prise quelque part, et une fois que cette image-là a été prise ou publiée quelque part, ils sont capables de sortir l'historique de l'image et vous dire, voilà, cette image-là, c'est une image authentique, ou alors c'est une image qui a été reprise telle année à tel endroit. Et pire encore, ce sont des sites qui peuvent recomposer l'image. C'est-à-dire que vous faites un montage, on prend une partie de l'image et on est capable de retrouver une partie de l'image. Un peu comme les inspecteurs qui arrivent et qui regardent les empreintes digitaux. Donc il y a des sites qui le font, il y en a plusieurs qui le font. Alors ce que je veux dire, c'est que là c'est l'aspect technique, mais bien en amont, il y a ce qu'on appelle l'illettrisme numérique. Quand on regarde nos politiques, ils sont pour la plupart des illettrés numériques. Illettrés numériques, quand vous avez un téléphone dans votre main, vous devez savoir comment ça fonctionne. Okay, vous devez maîtriser les applications que vous avez. Vous devez, à la limite, au moins maîtriser, allez, à 30-40%. Mais il y en a qui ne maîtrisent même pas 3% des applications qu'ils ont dans la tête. Donc il faut il faut en fait une éducation numérique. Une éducation numérique. Les pays développés l'ont fait, et l'ont fait de manière incitative par l'État. L'État français, je me rappelle à une certaine époque, a demandé à tous les personnels, tous les habitants du 3e âge, on leur a offert des stages gratuits au numérique, parce que c'était les personnes qui se faisaient le plus avoir, qui se faisaient le plus arnaquer, on leur soutirait de l'argent. Donc, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect technique de vérifier, et puis il y a l'aspect d'accompagnement de la population vers plus d'illettrisme au niveau du numérique. Et ça, c'est très important. Et là, les télés classiques, peuvent jouer aussi ce rôle-là. Okay, donc l'État peut jouer sur ce... Vous gardez encore la parole parce qu'il y a une question qui nous a été posée par un téléspectateur. Cette émission est en direct. Donc, vous avez un numéro qui apparaît en bas de cet écran. Vous pouvez
faire envoyer un message par WhatsApp. Alors, la question est de M. Arthur Ngoï, nous appelle de Massina. Est-ce qu'il est possible techniquement pour l'État congolais de contrôler les communications et publications sur les réseaux sociaux? Il est possible de contrôler, la Chine le fait, les États-Unis le font. Oui, il est possible de le faire. Mais il faut que l'État soit équipé. Il faut que l'État puisse investir de l'argent pour pouvoir effectivement maîtriser l'information qui circule dans son territoire. Ça, l'État peut le faire. Mais maintenant, il y a des problèmes juridiques qui peuvent se poser. En Chine, c'est facile. C'est pas une démocratie au sens européen du terme. C'est une démocratie au sens chinois. Donc, derrière, il faut qu'on adapte notre législation en fonction de ce qu'on est capable de faire ou ne pas faire, parce qu'on touche à des données qui sont des données personnelles. Et donc ça, il y a un aspect juridique, il y a un aspect technique. Non, culturel aussi, et puis il y a un aspect ontologique. Parce qu'on a une culture qui est différente, on a une manière d'appréhender l'information et d'appréhender les gens qui gèrent l'information de certaine manière. Vous n'allez pas vous permettre de rentrer dans le téléphone de votre père. Pour aller fouiller. Alors, Jérémy Kalala, la même question, est-ce que l'État congolais, comment on fait? Peut-on contrôler ces systèmes? Comment on fait pour en bénéficier finalement? Qu'est-ce que l'on fait? Parce que les dérives sont quand même importantes. Et je vais tout à l'heure évoquer un cas que nous allons traiter ensemble avec vous, parce que j'ai amené un petit cas d'école pour voir comment la politique est influencée, et ça de manière négative par rapport à l'influence des réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Willy. À l'instar de tous les pays du monde, la RDC ne peut pas rester en retard par rapport à la question du monitoring, du contrôle des réseaux sociaux. Comme j'ai à le dire dans mon mot introductif, on ne peut pas aujourd'hui s'en passer de la transformation numérique. Nous sommes à l'ère de la transformation. Au niveau gouvernemental, par exemple, il y avait un vide juridique. Donc, M. Albert en a parlé. Le gouvernement, principalement le ministère du numérique, qui est un ministère qui venait d'être créé, en collaboration avec le ministère du Commerce. Il y a ce qu'on appelle un projet de code du numérique. Et ce projet a été défendu, présenté au Parlement à la session parlementaire passée. Et dans ce code du numérique-là, il y a un certain nombre de choses relatives à la cybercriminalité, à la protection des données personnelles, au commerce électronique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une marchandise en Chine, alors que vous êtes au Congo, ça s'appelle commerce électronique. Et c'est un domaine qui relève du ministère du Commerce extérieur. On a voulu essayer de mettre plusieurs textes, des lois ensemble pour en faire un code afin donc de légiférer donc les domaines du numérique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, peut-être, il y a beaucoup d'abus. Sur les réseaux sociaux, il y a les fake news, il y a l'infox, il y a l'intox, il y a la manipulation. Et tout ça, le gouvernement est en train de se mettre au travail pour essayer de réguler, de contrôler, de telle sorte qu'aujourd'hui, vous pouvez insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous pouvez véhiculer des imputations dommageables, qu'on puisse identifier la personne et la déférer devant les instances compétentes. Donc, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais il y a aussi la problématique de la criminalisation des actes commis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre code pénal, il n'est pas adapté à la situation que nous vivons, raison pour laquelle ce code numérique-là a été donc est en train d'être défendu au Parlement pour qu'il puisse, je pense qu'il sera parachevé à la session de mars, ou parce que c'est un livre, hein. Donc j'ai eu que ça régule. Ça régule beaucoup de choses. Vous prenez la parole parce qu'il y a une question qui vous est posée par un téléspectateur de Ngaliema, M. Nganche Paul. Voilà. L'inadaptation du droit pénal congolais face à la répression de la cybercriminalité représente un des obstacles de l'engagement de certains politiques dans les réseaux sociaux. Comment y remédier? Oui, merci beaucoup. Je vais dire à ces téléspectateurs qu'il y a un principe sacro-saint du droit qui voudrait qu'il faut qu'il y ait les principes de l'égalité des peines et des infractions. C'est-à-dire on ne peut pas punir
un comportement qui n'est pas qualifié d'infractionnel par la loi. Alors c'est ce vide juridique-là qui est en train d'être comblé par les votes du code du numérique. Donc à ce moment-là, on ne saura plus voir quelqu'un qui insulte sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui qualifie quelqu'un de détourneur, alors qu'il n'y a que les juges qui peuvent bien le dire, qui bénéficient des présomptions d'innocence. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde ne bénéficie pas de ces droits constitutionnellement garantis par l'article 17 de la Constitution, qui dit toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par un jugement définitif. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il suffit tout simplement qu'on dise tel a détourné. Donc ça peut prendre de l'ampleur alors qu'il n'y a aucune preuve, aucun élément probant qui détermine à ce que cette personne-là a effectivement détourné. Ça, ce sont des abus que nous devons corriger par la loi en sanctionnant très sévèrement donc les personnes qui s'adonnent à... Nous avons encore une dossier à terminer, une seconde. Je voudrais compléter un élément. Oui. Donc je voulais dire ceci, c'est que les lois que nous faisons, le temps du politique n'est pas le temps de la technologie. Une fois que vous avez fait votre loi, elle est obsolète techniquement. Ça veut dire en d'autres termes que vous êtes tout le temps en retard. Il faudrait qu'on puisse regarder ce que les Européens ont fait. Les Européens ont une loi de base et ils gèrent maintenant les lois par, entre guillemets, par arrêté. Parce que ça va trop vite. On ne peut pas rattraper. Le code numérique a été fait il y a 2 ans, on l'a pas encore voté. Oui, il faut d'abord. On avait déjà un autre code. On avait déjà un autre code. C'est pas le premier. On avait déjà une loi. La loi de 2002, on l'avait déjà. On a eu une loi, je crois, en 2018, si je ne me rappelle pas. On était à la 2e loi. Là, c'est une 3e loi. Donc, en fait, on est très lent. La technologie va très vite. Il va falloir que juridiquement, qu'on puisse s'adapter à la vitesse de la technologie. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, avoir un corpus juridique, mais permettre à ce corpus d'être dynamique pour pouvoir fermer les trous éventuels qui sont avec. Merci. Si vous permettez que je place un mot, en droit, pour légiférer, il y a toute une science qu'on appelle la légistique. Oui. La légistique, c'est l'ensemble. La légistique, c'est une science qui permet à légiférer un texte de loi. Mais lorsque nous entrons dans les règles légistiques, il y a un principe qui dit les faits précèdent les droits. Ça, c'est en droit. On ne peut pas aller à la même vitesse que l'évolution des réseaux sociaux. Parce que les juristes, lui, il doit d'abord observer les faits, il observe les dégâts et puis les soucis qu'il faut corriger. Donc ça ne peut pas aller au même moment. Quand il corrige, il met une loi en place, les dégâts vont changer, c'est dans autre chose. Effectivement, ça c'est un principe universel. Même en Europe, c'est la même chose. Ils sont toujours en train de courir derrière les faits pour corriger. Question d'un autre spectateur à notre ami Ekombolo, Didier Vinga, qui nous appelle de Mbinza Pigeon. Il dit qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour mettre en place son propre réseau afin de contrebalancer l'influence des réseaux sociaux occidentaux et de l'Asie. Je pense que mes prédécesseurs ont été quand même assez précis. Aujourd'hui, la notion même d'ami a beaucoup changé, la notion de proche. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir des milliers d'amis qui ne se sont jamais vus, mais en fait, en anglais, on appelle ça des followers. Donc, c'est une communauté qui s'est créée. Une communauté virtuelle qu'on appelle les followers ou le following. En français courant, c'est vraiment des suiveurs ou des suivis. Donc, cette personne-là, qui a cette capacité de mobiliser autant de personnes, est plus que même un chef de l'État. Parfois. Parce que vous avez vu les chiffres. Si vous réunissez ce chiffre-là, c'est un monde à part. Et si quelqu'un maîtrise ce monde-là, il peut même créer un coup d'État quelque part. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence, même sur la décision de l'homme politique. Vous voyez, on parle aujourd'hui de la clameur publique. Donc, quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, finalement, ça ouvre les yeux au procureur qui va venir fouiner. Un peu comme la Bible dit, il n'est pas interdit que les scandales arrivent, mais malheur par qui Les scandales finalement les scandales arrivent. Donc aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité personnelle de
s'observer, de se comporter en responsable pour éviter finalement qu'on parle de nous en mal. Mais encore faut-il que même quand on parle de nous en mal, qu'on ne nous trouve pas dans ce mal-là. Donc c'est aussi d'où la promotion de l'intégrité. Maintenant, le dilemme que fait face l'État aujourd'hui, c'est de comment contrôler cette liberté d'expression, parce que nous sommes dans un pays démocratique, et tout en évitant d'obstruer la liberté elle-même. Donc c'est un vrai dilemme auquel l'État fait face aujourd'hui. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation formelle. Les intentions sont là, les initiatives sont là. Il y a un projet de loi, comme venait de l'évoquer Maître Jérémy Kalala, au niveau du Parlement et tout ça, mais de manière formelle, nous n'avons pas encore un arsenal juridique qui régule un peu ces secteurs-là. Maintenant, sur la question de l'ami qui voudrait qu'on puisse créer... Que l'Afrique crée aussi sa propre force. Mais nous, on peut tout faire. Aujourd'hui, on peut tout faire. Tout dépend maintenant de la volonté, tout dépend de ce que nous voulons véritablement pour l'Afrique. Si déjà, en Afrique, nous avons des problèmes presque identiques, parce que des problèmes internes, finalement, nous empêchent de pouvoir nous mettre ensemble pour créer ce qu'a toujours voulu nos grands hommes, nos hommes d'État politiques. De résumé-moi, on parle de Kadhafi, de Kwame Nkrumah, qui ont toujours prêché pour les États-Unis d'Afrique. Parce que pour exister dans ce monde de la globalisation, il faut finalement qu'il y ait des blocs qui se créent. Eux, ils ont créé des blocs. Vous avez l'Union européenne qui a créé un bloc pour exister dans ce monde. Okay? Mais l'Afrique, jusqu'à là, est à la traîne parce que nous avons d'abord nos problèmes identiques, où nous sommes encore jaloux de nos frontières, parce qu'un voisin africain pense qu'il peut prendre ce qui ne lui appartient pas sans demander, ok? Ça crée de plus en plus une forte... Donc nous devenons réticents de pouvoir nous mettre ensemble parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense de moi ou pense de nos richesses. Et pourtant, en temps normal, nous devrions, pour exister dans cette globalisation, nous devrions nous mettre ensemble, ok? Pour essayer de voir comment nous allons nous comporter vis-à-vis des Occidentaux. Merci. Non, vous allez avoir la parole, parce que sinon, je n'aurai pas la possibilité de poser ma troisième problématique. Juste un exemple, je voulais donner. Vous allez le donner. Vous le gardez? Oui, je vais garder. Chaud. Ok, très bien. Je vais garder l'exemple. Alors, qu'est-ce que je voulais illustrer avec vous maintenant? Il y a eu des événements. Deux événements se sont déroulés dans un même endroit qui concernaient une personnalité. Et nous, en tant que médias, nous avons vu comment les deux événements ont été traités. Ce qui nous permet de nous dire effectivement que le choix même de l'intérêt, l'attention du public sur un événement peut être détourné vers un autre événement moins important. Le ministre du Commerce extérieur, ici, agissant comme président d'un parti, le parti, et d'ailleurs je suis content parce qu'un membre de son parti est sur ce plateau, M. Jean-Lucien Boussa était à l'Équateur, vous avez tous suivi qu'il a fait un meeting et au cours de ce meeting, il a tenu des propos. Ces propos-là, qui avaient certainement une cible, un public précis, dans un contexte donné, ces propos ont été récupérés et utilisés à toutes les sauces. Et le ministre, je suppose qu'il a quand même eu des remarques, des critiques, voire même, il a été pratiquement offert un holocauste à cette population. Au même moment que lui, il était là-bas, il y a eu un problème de sécurité. Donc, une forme de tentative d'assassinat sur sa personne. Mais très peu de gens en ont parlé. On n'a parlé que du meeting et non de la tentative. Nous sommes allés fouiller un peu dans les médias. Nous avons quand même trouvé un collègue qui a quand même eu l'occasion, lui, de revenir sur cet événement et de parler de ces deux faits. Je reviendrai donc avec Jérémy et les autres pour qu'on voie comment les réseaux sociaux peuvent tuer la carrière d'un homme politique alors qu'il était menacé de mourir réellement par un attentat. Nous allons suivre ce reportage que nous a prêté un de nos collègues.
Tiens Boussa, Azali ministre du commerce extérieur, Azalaki dernièrement, na séjour naïe, na province ya Sud-Ubangi, à Beta Kibiloko na Bambo Kanyoso ya Azalaki, Bolanda vidéo ou Azalaki, sensibilisation, na makam au Italie, enrôlement, Senga qui était noba na Sud-Ubangi, nous sommes un cas d'électeur pour pas voter utile, pas voter président de la République au Bango Bakomona ya Malamu, mais Mingi, qui est Banamo Kwantombolo. Azonga pene deuxième mandat nabi keba na biteke non azonga beta biloko na yete ko zwa mokanda na la makonomi e pa na maibei mabeto malamu bongo na libakuli na notoko faminote bongo ponke ndiko pono ndeko na yo to député na yo to président république olingi ye tobongi malamu okende kozwa mokanda ya maponomi eza boye te nyanya bongo na ye mpe kotala ndenge ezolekana banagemela ye kokotala mpe ndenge mais na ba séjour naye Jean-Lucien Boussa ministre du commerce extérieur boye baeti no na moma zalai kuna il y avait un major na kombo ya major Ndambeleka Itonga Jean Benoît ou azali transféré à Kinshasa depuis vendredi le 20 janvier 2023 na instruction ya vice-premier ministre intérieur à Selo. Pourquoi? C'est tout justement parce que il semblerait que c'est monsieur, que le major, a touché la vie humaine et Jean-Lucien Boussa comme ministre national. Moi, tout soit Paul, ça me dérange. Les moments où il qui déjà dossier comme vice-premier ministre intérieur a signé tout na mais biso les politiciens na ba congolais mususu tous allez toujours basé na likambo Italie à Lobaki à Salaki. Alors si réellement ce qui moi mobile ouyo donc le ministre ce qui ministre Jean-Lucien Boussa babo makaye toto sukapi ministre national, je dis bien ministre national, mais les politiciens toujours les réseaux sociaux pour critiquer et attaquer Jean-Lucien Boussa. La question que je me pose, ce que Jean-Lucien Boussa a koufaka, ce qui major wana abeta kaye masas, bien que de ces années on a justice, toto sukapi tout à la Congo hein. Ministre national, carabo pour la guerre politique. Mais leadership et Sud-Ubangi en réalité, Jean-Lucien Boussa a l'acquis de quoi il est capable à ça en est plein. Et bon bah monsieur Boussa là va plein oui. Dans tout n'anga. Donc président de la République Moko Antombolo, Félix Antoine Tshisekedi dans la République banane au sala confiance. Bah monsieur Boussa va leader là on a Kinshasa. Mais n'a pas fier finalement va leader. Jean-Lucien Boussa beta biloko. Beti bango biloko ya kitoko. Merci. Pour tout soir, de nous avoir prêté ces images, surtout ce reportage, vous voyez, il y a c'était arrivé au même moment, presque. Alors, je reviens donc à mes invités pour dire ceci. D'abord, on va mettre Jérémy, parce qu'il y a même une question qui vous est posée ici par Charles Kitsinga, mais nous allons revenir à la question tout à l'heure. Pourquoi nous avons mis ces images? Parce que c'est la même semaine, au même moment, nous étions tous ici convaincus que nous avions là un ministre qui était raciste, qui avait tenu des propos totalement discourtois, et nous avons même entendu que même au conseil des ministres, il a été mis en accusation. Ça, c'est dans les réseaux sociaux, alors que lui-même n'avait rien dit. En même temps, pourquoi on n'a pas parlé de cette tentative d'assassinat? Pourquoi il y a une forme de pudeur à parler de ces faits qui est quand même plus grave que celui qui était lié aux propos? Si le propos n'était tenu tel qu'on l'a dit, on peut condamner. Mais lui, il dit que non, c'était décontextualisé, ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Vous pouvez vous expliquer un tout petit peu rapidement parce que c'est les réseaux sociaux. Oui, merci beaucoup. Lorsque vous avez balancé les micro-baladères de ces deux compatriotes qui ont parlé, ils ont évoqué les côtés négatifs des réseaux sociaux. L'intention de nuire, donc de salir, les imputations. C'est ça, en fait, les problèmes qui se posent dans cette partie du pays, donc dans la province de Sud-Ubangi, c'est un problème des adversaires politiques
il y a d'un côté les adversaires politiques en perte de vitesse par rapport au leadership, et de l'autre côté... Ça, c'est les militants qui parlent. Hein? Effectivement. De l'autre côté, je suis en train d'analyser les faits politiques. Parce que vous dites en perte de vitesse, il n'y a pas eu des élections encore, oui, hein? non, on sait les voir, même M. Paul l'a dit. Hein? Donc, il y a de l'autre côté Jean-Lucien Boussa qui imprime un nouveau leadership dans cette partie du pays. Donc, Sidou Bangui en particulier, Grand Équateur en général. Mais ses adversaires ont pris son message, les discours. D'ailleurs, il est descendu là-bas, c'était pour se faire enrôler, sensibiliser la population à faire de même et demander à la population de soutenir la candidature du président de la République en 2023. C'était ça les 3 messages principaux qu'il avait adressés à la population. Mais ses adversaires politiques en perte de vitesse, qui ne peuvent pas faire la mobilisation telle que nous venons de les voir, ont voulu maintenant utiliser négativement les réseaux sociaux pour essayer d'éroder sa crédibilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté les journalistes, notamment ceux qui sont beaucoup plus suivis sur les réseaux sociaux, qui ont déformé, qui ont enlevé les propos qu'il avait tenus dans leur contexte, notamment dans le contexte de la guerre d'agression à l'est du pays, menée par le Rwanda. Vous savez très bien que la province de Sidou Bangui est frontalière à la Centrafrique, où il se trouve être les contingents rwandais qui sont dans le cas de la MINUSMA. Mais la fois passée, il s'était infiltré dans le Sidou Bangui pour essayer de nous attaquer de partout. Et les services de sécurité avaient alerté le gouverneur, demandant les moyens. Et lui, en tant que fils du terroir, quand il est arrivé, il a demandé à la population de faire très attention aux infiltrations étrangères. Mais ses adversaires politiques, qui ne sait plus faire ce qu'il a fait, ont trouvé bon de pouvoir les salir dans les réseaux sociaux en sortant les propos dans leur contexte. Mais ça, c'est d'une part. D'autre part, pendant qu'il est arrivé, un major qui était dans la rébellion d'un parti politique que vous connaissez, mais qui avait caché l'arme et munitions depuis le désarmement, depuis le DDR à l'époque. Mais avec une mission précise d'attenter à la vie humaine du ministre, est descendu sous une fausse identité, parce qu'il a voyagé dans l'avion sous une fausse identité, sans l'ordre de mission signé par le chef de la maison militaire du président de la République, mais qui s'est retrouvé là où les ministres devraient faire les meetings avec l'arme et munitions. Il a été appréhendé et le 20, il a été transféré à Kinshasa. Mais là, les politiques en mal de positionnement n'ont pas vu que la République devrait perdre la vie d'un ministre national. Mais leur travail, c'est le leadership, c'est la politique. Il faut que moi, je puisse être requinqué par l'autre. Mais on n'en parle pas. Mais c'est un contraste terrible, monsieur Willy. Pourquoi nous avons évoqué ces cas? C'est parce que nous sommes dans une année où ces choses peuvent s'amplifier. Il va se passer donc que les hommes politiques vont aller sur le terrain. Il va se passer qu'ils vont parler au peuple. Il va se passer qu'ils seront confrontés à leurs propres adversaires ou à des ennemis. Il va se passer qu'il y aura peut-être, et il faut l'éviter, une certaine violence électorale. Et tout ceci sera amplifié parce que les réseaux sociaux vont en faire un commerce large. Comment on fait maintenant pour que cette année qui va commencer, pour que des cas comme celui qu'on regrette aujourd'hui du ministre Jean-Lucien Boussa ne reviennent plus? Comment on fait pour que les hommes politiques, en usage des réseaux sociaux, en usage de le pouvoir qui leur est donné, ne puissent pas nous apporter des deuils là où nous voulons de la joie? Je pose la question d'abord à Alima, parce que vous travaillez sur l'intégrité, vous travaillez sur la morale publique, vous travaillez sur le retour aux sources et aux origines. Effectivement, c'est quand même déplorable ce que nous venons de voir comme image et consort. Nous devons simplement, en tant que responsables, surtout politiques, que la main qui nous nourrit aujourd'hui, elle peut soit nous tuer, soit nous nourrir à nouveau. Donc, les réseaux sociaux nous
exigent également une certaine prudence, même dans le langage, parce qu'en un laps de temps, une information peut faire le tour du pays et même du monde, si vous voulez. Donc, moi, j'en appelle à beaucoup plus de responsabilité, surtout quand on se retrouve devant un peuple paupérisé, parce que si les gens avaient du travail, je peux vous rassurer que même le plein qui aujourd'hui, dans les gens n'auraient pas le temps d'aller dans les secteurs politiques, on pense que c'est un critère ou un indicateur de popularité. Il faut faire très attention, parce que il faut beaucoup travailler pour que le peuple se retrouve, pour que le peuple ait du travail et moins du temps pour les rassembler comme ça, comme des moutons. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le rôle aujourd'hui des partis politiques? Je pense qu'en lieu et place de former des militants, des partisans ou des suiveurs, moi je conseillerais que nous puissions beaucoup plus travailler pour former des patriotes, des gens qui seront beaucoup plus fanatiques de la République que des hommes. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous sommes passagers sur Terre. Personne n'est immuable, nous partirons un jour. Mais quelle est la chose, quel est l'essentiel dans tout ce que nous allons faire qui va finalement rester? Alors, c'est là où je m'appuie véritablement pour... bon, c'est vrai, un peu comme Kenwa Dondossi avait dit, que l'expérience est comme la brosse à dents. Chacun se sert de la sienne. Parce que donner un conseil, est-ce qu'il sera suivi ou pas? Est-ce qu'ils sont dans cet état d'esprit? Et pourquoi aujourd'hui on parle de renouvellement de la classe politique? Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui les politiques, ils sont focalisés sur la politique business, où ils ne travaillent que pour leur propre compte au détriment d'un peuple. Maintenant, s'il y a des politiques qui se démarquent, qui posent quand même certains actes pour améliorer les conditions de sa base ou de sa population, il est clair qu'en ce moment-là, un peu comme M. Willy Kalenga a dit, dans une année électorale, une année aussi sensible, il y aura un peu ce genre de choses qui vont se multiplier, d'où notre responsabilité est d'encadrer véritablement, surtout la jeunesse, à commencer à réfléchir sur son avenir. Okay? Donc merci beaucoup, cher RFI Kombolo. Nous allons prendre deux dernières questions. Une question qui a été posée à M. Jérémy Seder. Pensez-vous que sans moyens techniques, la loi sur la gestion des réseaux sociaux aura des effets? Vous l'avez pris la question, mais avant que vous ne preniez la parole, je voudrais quand même poser une question à Albert sur, c'est quand même lui les fondateurs un peu des acteurs du numérique. Donc les fabricants de fake news, les techniciens du mal sont parmi les acteurs du numérique. Ce sont ces jeunes gens techniciens qu'on utilise pour faire, par exemple, des montages photos, pour faire des montages vidéo, pour pouvoir travailler la voix des personnes. C'est quand même des gens qui sont dans votre réseau. Alors, c'est bravo, bien sûr, mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment on peut faire? Quelle peut être votre action pour qualifier positivement les acteurs numériques? Bon, M. Kalenga, je dirais que si vous recevez un colis piégé par la poste, vous n'allez pas dire que c'est la faute de la poste. Donc voilà, on est là. Mais la poste peut contrôler. La poste peut contrôler, il contrôle, mais il y a des choses qui peuvent passer. Et les colis sont arrivés. Donc c'est pour dire, effectivement, les acteurs du numérique sont là pour vous aider à avoir le meilleur réseau, à avoir la possibilité de pouvoir travailler sur un réseau moderne, ainsi de suite. Mais par contre, le contenu, ce que vous mettez dans votre réseau, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez les photos que vous voulez, les histoires, c'est pas les acteurs du numérique qui les inventent, heureusement qu'ils sont là. Mais par contre, j'aimerais quand même revenir sur un point, sur la maîtrise, parce que vous avez dit une chose, c'est comment est-ce qu'on peut maîtriser l'information, comment est-ce qu'on peut faire qu'on évite les effets de bord, parce que vraiment, il y a des effets de bord des réseaux sociaux. Alors, je reviens sur la maîtrise au niveau de l'Afrique. J'ai eu la chance, par mes fonctions, d'aller, je me suis retrouvé une fois à Singapour, au niveau de l'ICANN, qui est l'institution qui gouverne Internet au niveau du monde. Il était question, parce que les BRICS avaient demandé à ce qu'effectivement l'Afrique puisse se prendre en charge. Les Africains, on était dans la salle. Et quand on a demandé, quand les Brésiliens se sont positionnés avec les Chinois,
On a demandé aux Africains comment est-ce que vous voulez gouverner. Et Internet, et les Africains ont dit ah mais nous on va aller avec la France, ou alors les autres ont dit nous on va aller avec l'Angleterre. Donc vous comprenez qu'on a un souci d'indépendance là-dedans. Donc j'espère que ça va évoluer avec le temps. Alors je reviens sur comment on va vers les élections, comment est-ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a un souci. Nous avons, j'ai parlé du triangle tout à l'heure, je reviens sur le triangle et je reviens sur les réseaux sociaux qui viennent perturber ce triangle qui est entre le politique, la communication classique en fait avec les chaînes classiques ou les médias classiques et l'opinion. Alors, je pense que les chaînes classiques ou les médias classiques doivent jouer le rôle de filtre. Vous voyez en Europe, vous voyez aux États-Unis, vous voyez un peu partout, les médias, que ce soit CNN ou Fox News et ainsi de suite, ils sont capables, et ils le font, ils filtrent l'information. Ça veut dire en d'autres termes que très généralement, vous voyez, quand ils affichent leurs informations, ils ne sont pas attaqués. Parce que c'est vérifié. Parce que c'est vérifié. Donc, en fait, aujourd'hui, quoi que l'on veuille, on saurait faire quand même aux médias officiels. Donc, les médias officiels doivent maintenant changer un peu de casquette, ou alors la direction de la casquette, maintenant aller sur la vérification des informations. Alors, maintenant, les pays développés ont un avantage parce que les presses qu'ils avaient, ce sont des presses qui avaient une capillarité qui couvre le territoire, déjà avec leurs correspondants, ainsi de suite. Donc, ils peuvent vérifier plus facilement. Or, nous avons une presse qui a été paupérisée, qui n'a pas effectivement cette largeur pour pouvoir en fait amener les informations et les filtrer et avoir sa propre voix. Et donc, elle aussi, quelque part, de temps en temps, elle se réfère aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est un problème. Et donc, je pense qu'il faudra passer par la technique, il faut passer par la déontologie et il faut passer par le juridique pour pouvoir effectivement faire un ensemble cohérent en mettant de côté l'aspect technique des filtres. Alors, les filtres, comment on le fait? Il faut que l'État puisse mettre en place... C'est un réseau. Comment contrôler un réseau? On met des nœuds. Où sont les nœuds de l'État? Il faut mettre des nœuds sur lesquels on contrôle ce réseau. On n'a pas de nœuds. Alors, je parle de manière imagée, mais techniquement, les techniciens vont me comprendre. C'est-à-dire que les États qui gèrent leur réseau ont mis des nœuds de passage obligatoires sur tous les passages. Ils sont capables de bloquer ces nœuds. Nous, on n'a pas ces nœuds. Merci, merci Albert Kabea. Nous terminons avec vous, Jérémy Kalala. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question de notre ami, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Hervé, quand il dit qu'aujourd'hui, au lieu de rassembler la population, il faut leur donner du travail et consorts. Mais je voudrais lui dire que Jean-Lycée Boussa, c'est parmi les personnalités congolaises qui a donc une bonne presse par rapport à sa façon de faire. Si aujourd'hui, la foule que vous avez vue là, la foule ce n'était pas une campagne de sensibilisation de plusieurs semaines, mais c'était spontané. Il est arrivé les 4 et vous avez vu cette masse-là. Si la foule est venue, ce n'est pas parce que Jean-Lucien c'est un politicien démagogue. Non, il a fait beaucoup de choses dans peu de temps dans cette partie du pays. Il a construit les stades, il a construit les forages, il a construit les centres de santé dans plusieurs territoires pour que nos frères et sœurs de cette contrée-là puissent avoir, ne fût-ce que les soins médicaux. Il a mis des radios communautaires pour donner de l'information. Mais quand la population a entendu qu'il est venu, donc une spontanéité s'est dégagée donc, pour venir. Donc c'est la reconnaissance. Il est vraiment différent des autres qui avaient une grande responsabilité mais qui n'avaient rien fait. Alors je reviens à la question. Oui, je reviens à la question. Pourquoi est-ce qu'avec les codes du numérique, sans moyens, l'État peut-il atteindre ses objectifs? Mais nous ne sommes qu'à l'étape procédure législative. Donc, quand ce code numérique sera voté par le Parlement, le gouvernement mettra les moyens nécessaires pour essayer de les mettre en pratique. Donc, il y aura, comme l'a dit M. Albert, il y aura la mise à jour des fonctionnaires
par rapport au gouvernement dans plusieurs ministères. Il y aura dans ce qu'on appelle les e-government, c'est aussi un projet du gouvernement. On aura à former des gens et on aura à essayer de relever les niveaux de la population par rapport à la sensibilisation dans les médias pour qu'on puisse savoir et ne pas tomber dans la cybercriminalité telle que prévue dans ce code du numérique. Voilà ce que je peux dire. Merci donc, à mes à ce trois stade. invités. Merci Renforcer beaucoup. le Je voudrais quand même placer un mot. Alors très rapidement, une seconde vraiment, très rapidement. Pour répondre un peu, c'est que John Edgar Hoover, qui était le tout premier directeur de FBI, il disait que l'information c'est le pouvoir. Machiavel aussi va dire un peu plus tard, non, ou avant, la nuit avant. Avant que celui qui a l'information a les pouvoirs. Je crois que ces deux personnalités n'avaient pas soupçonné les temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce principe devient ambigu. Il n'y a plus de filtres. Et l'industrie de l'Internet, au-delà de ce que nous avons évoqué, la réduction de la distance et consorts, où on peut acheter à l'étranger sans que l'autre voie sa devise. Mais il y a aussi, l'industrie a fabriqué aussi une machine à remonter les temps. Par la puissance des données, on peut prédire l'avenir, on peut prédire le futur. Mais aussi, ça nous permet aujourd'hui de ressusciter les morts. Merci. Par la force des données conservées. Donc vous comprenez un peu, au-delà de ce que nous disons, il y a vraiment lieu Merci beaucoup. d'encadrement. Merci. Nous n'avions pas tort de mettre en place cette émission ce soir. Vous vous rendez compte bien que nous devons, malheureusement, avec les temps qui nous est imparti, mettre fin à ces débats. Mais les débats continuent. Les débats continuent, chacun dans sa maison, chacun dans sa sphère de pouvoir et de puissance. Regardez comment sont utilisés les pouvoirs du numérique autour de vous. Mettez-y un peu de conscience et de filtrage, surtout pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants, ils vont dormir, ils vous disent papa, bonne nuit, tout ça. Ils entrent dans la chambre, vous croyez qu'ils sont endormis, mais à peine sur les lits, ils voyagent. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Ils sont en contact avec n'importe quelle âme, même les âmes malfaisantes. Donc nous devons contrôler, et le contrôle est un acte d'amour. Merci Jérémy Kalala d'avoir été à Chemin Critique. Nous y sommes arrivés. Merci. Nous savons que c'est par le contrôle, par la loi, par les moyens que nous arriverons à contrôler les réseaux sociaux. Merci Albert Kabea, surtout par rapport au réseau national du numérique, que les acteurs du numérique puissent aussi s'intéresser au pouvoir qu'ils donnent entre les mains de qui ça passe. Merci aussi à Hervé pour cette conscience, parce qu'il faut que la conscience nationale puisse être alimentée par le bien. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce soir. Aujourd'hui, cette émission, c'est quand même un jour spécial, c'est le 24 janvier. N'oubliez pas, c'est le jour où le pays a vécu sa première alternance. C'était le jour de la pression du serment. C'est pour ça que tous les acteurs de ce jour-là, notamment l'ancien président Joseph Kabila, l'actuel président Félix Tshisekedi, la nation leur est reconnaissante parce qu'ils ont montré qu'il était possible de transférer vers l'avenir sans le sang. Mais aussi, c'est aussi le jour où est né l'un des acteurs de ce jour-là. C'était l'anniversaire de M. Corneille Nangaa, qui a joué un rôle important dans cette alternance pacifique. Nous lui souhaitons aussi bon anniversaire. C'est la fin donc de Chemin Critique, exceptionnellement relativement longue. Vous nous excuserez, les sujets étaient importants et mes invités sentent qu'ils ne l'ont pas épuisé. Nous aussi, nous ne l'avons pas épuisé. Nous y reviendrons certainement à d'autres occasions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et restez sur Géopolis Télévision.
Il y a des hommes qui sont comme le sel. Ils donnent un goût aux événements par leur rapport profond